Retournons, mesdames et messieurs, avec notre sujet. Alors, la région traverse une phase de récomposition profonde. À Gaza, la situation reste figée malgré les initiatives diplomatiques. La Syrie, l'Iran et la Somalie s'inscrivent dans des équilibres régionaux en mutation, tandis que la politique américaine s'affirme de manière plus directe sur la scène internationale. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au studio son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies à New York, qui va nous jeter la lumière sur cette question importante. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Monsieur l'Ambassadeur Moataz Ahmadine, et bienvenue. Merci pour m'avoir invité. Non, c'est le plaisir est le nôtre, bien sûr. Merci à vous pareillement. Alors, Votre Excellence, comment, tout d'abord, malgré les appels internationaux, la situation, d'abord, on va parler de Gaza, la situation à Gaza reste la situation reste inchangeable. Alors, comment expliquez-vous, on peut dire, cette phase actuelle et pourquoi on est arrivé à ce point à Gaza? Et toujours, lorsqu'on parle de la situation, j'aimerais, si vous me le permettez, d'entendre plus de détails sur la situation humanitaire également. Bien sûr, bon, je crois que l'explication est assez simple. Parce que le plan du président des États-Unis, rédigé par le conseiller stratégique du Premier ministre israélien, Ron Dermer, est un plan imparfait, déséquilibré, qui favorise Israël, qui ne pose pas des obligations strictes sur Israël, au contraire des obligations qu'il pose sur les Palestiniens et les médiateurs arabes. C'est pour cela que je crois que cette première étape du plan qui est en cours resterait toujours la seule et dernière étape du plan. Je vois que tout le monde essaye de passer vers la deuxième étape, mais sans se rendre compte que cette deuxième étape est encore plus dangereuse que la première. Parce que si la première étape n'a pas été encore mise en œuvre en ce qui concerne les obligations d'Israël, et je cite bien sûr ces obligations qui sont déjà limitées, mais mentionnées directement dans le plan, comme l'introduction de l'aide humanitaire, des outils nécessaires pour réhabiliter les hôpitaux, les boulangeries, les routes et tout cela. Et le cessez-le-feu même, il n'y a pas de cessez-le-feu. Il y a le cessez-le-feu de la partie du Hamas et des factions palestiniennes, mais Israël bombarde quotidiennement, fait des assassinats contre les Palestiniens et détruit les maisons et l'infrastructure, toujours malgré le cessez-le-feu. Alors, si on passe à la deuxième étape, il y a encore plus d'obligations sur les factions palestiniennes, surtout la question du désarmement et même peut-être la déportation des effectifs du Hamas de la bande de Gaza. Tout cela n'a pas été accepté par le Hamas d'ailleurs, et même dans cette deuxième phase, ce qui est très dangereux, c'est qu'il y aura un autre retrait, mais encore limité, des forces israéliennes, qui permettrait à Israël de rester d'une façon continue dans un périmètre sécuritaire autour de Gaza, ce qui veut dire que la séparation restera entre l'Égypte et la Palestine, et notamment la partie de la bande de Gaza, qui était auparavant qui avait une frontière ouverte entre l'Égypte et la Palestine directement, sans l'intermédiaire des forces israéliennes. Ce qu'on peut s'attendre, qu'est-ce qui va se passer, ou qu'est-ce qui devrait se passer dans la deuxième phase, c'est l'établissement de trois institutions. Premièrement, le Conseil de la paix présidé par le président Trump. Deuxièmement, la communauté palestinienne indépendante qui sera chargée des responsabilités de gouvernance dans la bande de Gaza. Et troisièmement, la force internationale de stabilité. Jusqu'à maintenant, rien de ces trois institutions n'a pas été composé. Moi, je prévois que la seule étape ou la seule institution qui pourrait être formée ou établie
sur le papier, théoriquement, serait le Conseil de la paix. Parce que ce Conseil de la paix, il ne dépend que de la volonté indépendante du président des États-Unis. Alors il peut demain, comme un de ses représentants, d'ailleurs, Bachar al-Barbah avait dit que les noms du Conseil sera annoncé demain, mais il faut prendre compte que Bachar al-Barbah est l'envoyé du président, qui ce n'est pas un envoyé, ce n'est pas le plus proche envoyé du président. On ne peut pas le comparer à Steve Witkoff ou à son gendre Kushner. Et Bachar al-Barbah avait été entré dans une médiation avec le Hamas pour libérer un otage israélo-américain, Edan Alexandre. Il avait promis au Hamas quelques concessions, mais dès que l'otage israélien américain, qui d'ailleurs est revenu pour combattre Hamas après être libéré, a été libéré, les États-Unis ont fait volte-face et même Israël a brisé le cessez-le-feu de janvier. Alors je ne crois pas que cette crédibilité est très parfaite, alors peut-être on n'aura pas les noms demain. Mais de toutes les façons, c'est seulement le Conseil, parce que le comité indépendant, Israël peut exercer un veto contre les noms. Il y a toujours des problèmes entre Hamas et l'autorité palestinienne, malgré qu'il y a une délégation de Hamas au Caire maintenant pour négocier les noms de ce comité indépendant. Et bien sûr, la force de stabilisation, il n'y a rien qui paraît fonctionner même, parce que même l'Azerbaïdjan, le plus proche pays d'Israël entre les pays qui devaient participer, avait déjà annoncé qu'il n'allait pas participer, et justement parce que personne ne veut faire le devoir d'Israël qu'elle n'a pas réussi à compléter la deuxième phase. pendant 2 années de guerre et de génocide. Personne ne veut entrer dans un conflit armé avec le Hamas, bien sûr, prenant en compte encore une fois que Hamas avait accepté le plan en général, mais n'avait pas accepté le désarmement. Oui. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ahmadine, alors vous avez mentionné la force internationale. Alors on a vu comment les pays européens, les autres pays ont refusé d'envoyer des soldats, vers ce territoire qui est, on peut dire, qui est enflammé actuellement. Alors comment voyez-vous la situation actuellement de la part des pays européens? Bon, les pays européens il y a plusieurs pays, je m'excuse, mais il y a plusieurs pays européens qui refusent et condamnent l'agression israélienne contre le peuple palestinien, mais ils ne font rien, je peux dire. Bon, ils sont préoccupés avec la situation humanitaire, mais ils n'appuient pas le Hamas. Ils appuient les droits légitimes des Palestiniens théoriquement, mais ils ne font pas grand-chose sur le terrain. Une autre remarque que j'avais oublié de dire, même si ce conseil est établi, ce conseil de la paix est établi, sera établi théoriquement parce que ni Israël va l'habiliter à fonctionner depuis les territoires qui sont sous le contrôle d'Israël, ni bien sûr il oserait entrer dans la partie du Hamas. Le même s'applique sur le comité indépendant et bien sûr la force qui cherche des contributeurs et que jusqu'à maintenant personne n'a de l'enthousiasme ni de la volonté pour y participer. Est-ce que vous voyez que maintenant, est-ce qu'on parle d'un conflit qui se trouve actuellement, ou bien on parle on peut dire, d'une solution pour arriver à la paix? Comment voyez-vous la situation actuellement? Au conflit israélo-arabe ou à la Palestine? Oui. Non, bien sûr, la situation est bloquée. Et c'est à cause d'Israël et de sa complice, les États-Unis, qui ne cachent pas d'ailleurs qu'ils sont complices tout à fait d'Israël. On a vu la réunion entre le Premier ministre israélien et le président des États-Unis en décembre. Le président des États-Unis est sorti dans la conférence de presse pour appuyer la position d'Israël, pour réaffirmer qu'Israël ne brise pas le cessez-le-feu et menacer encore une fois les Palestiniens, le Hamas, toutes les factions, d'ouvrir les portes de l'enfer. Oui.
Alors, je vais saisir l'occasion que vous soyez avec moi aujourd'hui, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, pour vous poser cette question. Est-ce que, en l'absence, comme vous venez de le dire, alors en l'absence d'un conseil de paix annoncé, comme vous venez de le dire, alors quels sont les scénarios les plus réalistiques ou bien les plus possibles à être réalisés sur place? Bon, on restera tel qu'on est. Peut-être demain, peut-être dans une semaine, peut-être le mois prochain, Trump va annoncer, s'il y a de la pression sur lui, il va annoncer quelques noms de chefs d'État ou de gouvernement pour les mettre dans le Conseil de la paix, mais sans rien sur le terrain. Israël essaiera de pousser le plus que possible son contrôle dans Gaza, alors il n'y aura pas un retrait à une ligne encore derrière la ligne courante jaune, mais il y aura une extension de la ligne jaune, pour étrangler le plus que possible les Palestiniens. Israël essaye de pousser, d'avoir une nouvelle attaque, une nouvelle offensive contre le Hamas, mais je crois que les États-Unis ne vont pas le permettre parce que maintenant ils sont contents, il n'y a pas assez de rétribution contre Israël où les États-Unis, il n'y a pas de génocide. Les victimes ne dépassent pas une dizaine par jour comparé à une centaine et quelques par jour auparavant. Et aussi, il ne faut pas oublier que les États-Unis sont entrés dans une série de distractions comme au Venezuela, comme le Groenland, Cuba actuellement, le Cuba, peut-être la Colombie, le Mexique, le Canada, on ne sait jamais. Outre la Chine, son intérêt envers la Chine. Bien sûr, mais il faut noter aussi que le président des États-Unis, il est très pratique. Lui, il essaye d'exercer sa pression sur les partis faibles. Alors, dans une conférence de presse récemment, il y a 2-3 jours, il disait que toujours Poutine, le président de la Russie, est son grand ami, malgré qu'il n'est pas très content de ce qu'il fait, mais il demeure son très grand ami et qu'il se connaissent bien et qu'ils peuvent s'en sortir assez bien. Il a dit que le Premier ministre chinois est aussi son grand ami et qu'il allait visiter la Chine en avril, je crois, ou en mai. Alors là, lui, il est très conscient des États forts qui peuvent lui poser des problèmes et il les respecte. Mais les autres auxquels il croit qu'il peut presser ou extorter, il fonce. Il exerce Il n'y a rien qui l'arrête. Même on lui a demandé, il y a 2 jours, il y avait une interview avec le New York Times, on lui a demandé quels sont les freins ou les limites de l'abus du pouvoir de votre part. Et sa réponse était vraiment audacieuse. Il a dit il n'y a pas de limite de droit international, il n'y a pas de limite, c'est ma seule moralité. Alors là, je ne crois pas qu'il faut s'attendre à grand-chose parce que l'expérience passée, que ce soit dans la politique ou dans le monde des affaires, ne reflète pas une moralité digne de ce nom qui peut être attachée au président des États-Unis. On a vu il y a quelques jours, il y a 2 jours peut-être, la conférence qu'a tenue les ministres des Affaires étrangères de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Et bien sûr, ils ont dénoncé les actes d'Israël et ils ont également déclaré qu'il faut, on peut dire, obliger Israël à arrêter ses agressions contre le peuple palestinien. Comment avez-vous vu ces déclarations? Bon, ces déclarations ne sont pas nouvelles et l'objectif principal de cette réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique avait pour objectif d'appuyer la Somalie et rejeter et condamner la reconnaissance unilatérale d'Israël d'une partie de la Somalie, nommée Somaliland, qui a déclaré son indépendance depuis 1991, mais aucun pays ne l'avait reconnu, excepté Israël qui l'a reconnu il y a quelques semaines. Alors là, les positions pour la Palestine sont assez fortes, sont acclamées bien sûr, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour utiliser les cartes
dont sont dotés les États islamiques, les cartes économiques, politiques, et je ne parle pas de cartes militaires, mais s'il y a un siège par Israël contre nos frères palestiniens, les États arabes et islamiques, ils peuvent faire un siège contre Israël s'ils le veulent, mais jusqu'à maintenant cela ne s'est pas imposé. Il y a aussi les relations diplomatiques, elles sont froides bien sûr, même l'Égypte a déjà pris le pas de retirer son ambassadeur d'Israël et il n'y a pas d'ambassadeur d'Égypte en Israël, mais on peut faire plus, on peut forcer l'entrée de l'aide humanitaire, pressionner plus les États-Unis, mais bien sûr, disons, ces condamnations théoriques, c'est ce qui peut se faire et comme je disais tout à l'heure, elles sont acclamées à l'attente de mesures plus pratiques sur le terrain. Alors, puisque vous avez également mentionné la Somalie, alors l'Iran, la Somalie, le Liban, la Syrie, il y a plusieurs régions. Alors, est-ce que vous voyez que cette région, on peut dire qu'elle entre dans une phase de réarrangement global ou bien il s'agit d'une récomposition progressive imposée par les faits? Bon, il y a bien sûr Israël et les États-Unis, ils pensent à réorganiser toute la région en faveur d'Israël pour déclarer Israël comme l'État qui a l'hégémonie sur toute la région et imposer aux pays arabes l'entrée dans les accords de normalisation comme les accords d'Abraham et autres. Mais je crois que ce que fait Israël et les États-Unis, ils n'encouragent pas cette normalisation. On a vu la reconnaissance du Somaliland et même les responsables de Somaliland qui avaient déclaré l'entrée dans les accords abrahamiques. Cela n'encourage pas l'Arabie Saoudite. Au Yémen, bien sûr, le problème est encore plus fort parce qu'il y a une sorte de système d'une manipulation régionale par laquelle Israël et quelques alliés du côté arabe essayent d'encercler les pays clés de la région comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite et même le Yémen qui sont dotés de populations ou de ressources et pour essayer de... Je m'excuse, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Moataz Ahmadine, une interruption, non, c'est l'actualité en bref et on va tout de suite poursuivre ce débat avec vous. Très bien.